Avec l'accent mis dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale sur l'Europe et l'Afrique du Nord, les actions d'Adolf Hitler ont été la principale force motrice, tandis que les Alliés se battaient pour résister à l'avancée nazie à travers les continents. Cependant, à mesure que 1942 progressait, la Seconde Guerre mondiale prenait des proportions mondiales avec les ramifications de l'attaque surprise japonaise sur la marine américaine à Pearl Harbor en décembre 1941 devenant de plus en plus évidente. Les événements dans le théâtre de guerre du Pacifique s'intensifiaient, alors que l'Empire du Soleil Levant étendait sa portée plus au sud, élargissant son périmètre défensif vers l'Australie et vers le nord-est, commençait à s'aventurer dangereusement près de la côte ouest de l'Amérique. La force apparemment irrésistible de l'expansionnisme japonais allait néanmoins faire face à un défi sérieux et en regardant de plus près les mois d'avril à juin 1942, vous découvrirez que les Japonais n'ont pas eu les choses à leur manière pendant longtemps. Un géant endormi avait vraiment été réveillé à Pearl et alors que les Américains entraient pleinement dans l'arène de la guerre, ils ont rapidement commencé à se faire sentir. Des audacieuses raids Doolittle américains sur Tokyo, à la bataille de la mer de Corail et les événements dramatiques à Midway, tous les avantages obtenus par le Japon à Pearl Harbor étaient sur le point d'être contrés avec style par les forces américaines, alors que la marée de la guerre dans le Pacifique commençait lentement mais sûrement à tourner. La création d'une sphère de coprospérité est-asiatique, libre des chaînes des empires occidentaux, avait longtemps été le désir de ceux qui dirigèrent le Japon et en avril 1942, il semblait que l'empire du Soleil Levant était plus vaste qu'il ne l'avait jamais été auparavant. La guerre en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique avait été très réussie et les Japonais contrôlèrent désormais les parties les plus stratégiquement importantes de la côte chinoise et avaient occupé la Malaisie, la Thaïlande, les Indes orientales néerlandaises et la majeure partie de la Birmanie. Dans le Pacifique, ils détenaient l'île Wake, la Nouvelle-Bretagne, les îles Gilbert et Guam. Et alors que la volonté de saisir de nouveaux territoires se poursuivait, la situation était sombre pour les Alliés. Au cours des premiers mois de la guerre avec le Japon, de précieux avant-postes britanniques et américains étaient rapidement tombés aux mains des forces d'invasion et des milliers de personnes étaient maintenant prisonnières de guerre, impuissantes derrière les lignes ennemies. Même Singapour, autrefois considérée comme une forteresse britannique imprenable, avait été écrasée par les Japonais portant un coup dévastateur aux commandants alliés. L'Amérique avait entre-temps perdu de précieuses bases militaires et allait bientôt perdre son emprise sur les précieuses îles Philippines. Après avoir envahi la capitale, Manille, les Japonais avançaient maintenant plus au sud, sur les talons des troupes alliées en retraite, et il semblait y avoir peu de moyens d'arrêter la volonté du Japon de dominer complètement le Pacifique. Avec une série de victoires à leur actif, beaucoup de troupes japonaises étaient en fait si satisfaites de ce qu'elles avaient accompli jusqu'à présent que dans certaines régions du Nouvel Empire, elles ont pris le temps de se détendre. Pour l'instant, la menace occidentale à leur domaine du Pacifique semblait avoir été éliminée, et les Japonais étaient de confiants qu'ils pourraient tenir leur territoire nouvellement conquis avec facilité. La Grande-Bretagne et l'Amérique se préparaient cependant à riposter et ne toléreraient pas une telle belligérance sans une forme de représailles.
Quelques jours après l'attaque sur Pearl, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, s'était précipité à Washington pour commencer des discussions avec le président Roosevelt et le 26 décembre 1941, dans un discours devant le Congrès américain, il a exprimé sa détermination inébranlable à écraser le nouvel ennemi de l'Est. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? La Grande-Bretagne avait été seule dans sa lutte contre l'Axe depuis la chute de la France à l'été 1940, et l'entrée de l'Amérique dans le conflit mondial avait été accueillie avec un grand soulagement par Churchill. Maintenant, Roosevelt, Churchill et le leader soviétique, Joseph Staline, qui combattait les forces nazies depuis juin 1941, étaient unis contre l'Axe, et il y avait enfin un véritable espoir que les Alliés pourraient gagner la guerre. Alors que les commandants étaient affectés au théâtre de guerre du Pacifique, il ne faisait aucun doute que les défis à venir étaient de grands. L'amiral de la flotte, Chester W. Nimitz, avait pris le commandement de la flotte du Pacifique 2 semaines après l'attaque japonaise sur la base navale américaine à Hawaï, et avec de nombreux cuirassés et destroyers coulés lors du raid, il était bien conscient qu'il faudrait du temps pour récupérer les ruines et rétablir la flotte américaine à sa gloire d'antan. Confronté à la coordination d'une attaque à travers le Pacifique, un océan qui couvrait plus de 65 millions de miles carrés, il ne fait aucun doute que dans les premiers mois de la guerre, Nimitz opérait à un désavantage considérable. Cependant, il y avait une chose que les Américains avaient en leur faveur. Les porte-avions, qui étaient destinés à jouer un rôle vital dans les batailles du Pacifique, n'étaient pas à Pearl Harbor lorsque les avions japonais avaient déferlé, créant un avantage que la marine américaine exploiterait pleinement. Pendant ce temps, alors que les craintes grandissaient que le Japon ne se déplace bientôt plus au sud vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la première réponse des Alliés a appelé à l'établissement de bases dans les confins du Pacifique afin qu'une contre-attaque puisse être lancée. Les îles lointaines de Nouvelle-Calédonie, Fidji et Espiritu Santo, qui se trouvaient au nord-est de l'Australie, étaient depuis longtemps dans la sphère d'influence occidentale et des travaux étaient bientôt en cours pour y établir des bases militaires. Avec des batailles acharnées menées dans le théâtre de guerre européen, trouver des réserves aériennes et navales suffisantes pour envoyer dans le Pacifique s'est avéré extrêmement difficile pour les Alliés, et les précieuses fournitures y sont arrivées à un rythme moins qu'idéal. Et pendant tout ce temps, les Japonais se précipitaient pour étendre les frontières de leur empire, alors que les unités d'ingénieurs alliés se précipitaient contre la montre pour terminer leur travail, tentant souvent d'accomplir l'impossible alors qu'ils négociaient le terrain difficile. Il y aurait inévitablement des revers occasionnels, mais les Alliés n'ont jamais vacillé dans leur détermination à arrêter les Japonais dans leur élan. Et en avril 1942, la situation ne pouvait pas être à un point plus critique. Depuis l'invasion des Philippines, le 8 décembre 1941, les forces américaines et philippines dirigées par le général Douglas MacArthur ont mené une bataille désespérée contre les envahisseurs japonais. Alors que la situation s'était détériorée, le président Roosevelt avait ordonné à MacArthur de partir, de prendre le commandement des opérations dans le Pacifique Sud-Ouest depuis la sécurité relative de l'Australie, et bien qu'il ait été réticent à quitter ses hommes, MacArthur a finalement obéi aux ordres de son président le 11 mars, mais pas avant d'avoir promis de revenir.
c'était une maigre consolation pour les troupes y restées aux Philippines qui avaient été acculées dans un coin de la péninsule de Bataan, au large de l'île principale de Luzon, au début du mois d'avril. Les forces navales alliées dans la région avaient été détruites lors d'une série de batailles autour de Java et presque tous les territoires voisins étant sous contrôle japonais, les troupes étaient de maintenant coupées de la plupart de leurs approvisionnements et encerclées par l'ennemi. Lorsque les Japonais ont lancé leur nouvelle attaque aérienne et d'artillerie perçant les défenses alliées, les hommes, épuisés par la malnutrition, la maladie et la fatigue du combat, étaient trop faibles pour contre-attaquer et se sont rendus. Certains des militaires alliés ont réussi à s'échapper vers l'île de Corregidor, au sud de Bataan, mais des bataillons d'infanterie japonaises ont rapidement avancé et repoussé les défenseurs jusqu'à Malinta Hill. Au désespoir de tous ceux qui restaient à combattre, le drapeau américain a été rapidement abaissé et le général Jonathan Wainwright, qui avait pris la relève du général MacArthur, n'a eu d'autre choix que d'accepter les conditions de reddition du général Masaharu Ohma. En conséquence, le 8 mai 1942, les Philippines avaient officiellement été perdues. Mais il y avait une tragédie encore plus grande pour les Alliés à affronter alors que les Philippines tombaient. Les Japonais avaient capturé 90 000 prisonniers alliés qui devaient tous être transportés vers des camps de prisonniers et face à une tâche aussi énorme, il a été décidé qu'ils devraient marcher 60 miles jusqu'à un embranchement ferroviaire à San Fernando. Ce qui a été rapidement surnommé la marche de la mort de Bataan a commencé le 10 avril et cela s'est avéré être une terrible épreuve pour les hommes qui étaient déjà mal nourris et malades. Des milliers de personnes ont perdu la vie à cause de l'épuisement, de la faim, de la déshydratation et de la maladie, tandis que beaucoup d'autres ont été brutalement assassinés par leurs ravisseurs. C'était un avertissement sévère que la guerre avec le Japon serait coûteuse en termes de pertes humaines, car les prisonniers de guerre étaient traités avec un mépris amer par les soldats japonais qui considéraient la reddition comme déshonorante. Pendant ce temps, alors que les nouvelles du traitement brutal des hommes à Bataan parvenaient en Amérique, des affiches ont été diffusées pour annoncer l'atrocité. Et les émotions ont rapidement monté parmi la population américaine. La résolution des Alliés pour écraser les Japonais était maintenant plus déterminée que jamais et le président Roosevelt avait déjà mis en place des plans pour frapper le cœur même du Japon en bombardant sa capitale, Tokyo. Après l'attaque sur Pearl, Roosevelt avait été désireux de restaurer le moral du public et compte tenu des événements ultérieurs aux Philippines, il était maintenant impatient de démontrer aux Américains et au peuple du Japon que l'Empire du Soleil Levant n'était pas invulnérable à l'attaque. Avec un projet aussi ambitieux en tête, le lieutenant-colonel Jimmy Doolittle, l'un des aviateurs et ingénieurs aéronautiques les plus célèbres d'Amérique, avait été choisi pour planifier et exécuter l'attaque. Au fil des ans, Doolittle avait remporté une série de prix pour ses réalisations et avait apporté de nombreuses contributions importantes à la technologie de l'aviation. Mais la tâche qui l'attendait serait l'un de ses plus grands défis à ce jour. Le principal problème auquel il était confronté était que l'Amérique n'avait pas de base à portée de bombardiers de Tokyo. Et bien qu'une attaque puisse être lancée à partir de porte-avions, les avions qui étaient généralement utilisés avec ces navires ne seraient pas en mesure de causer beaucoup de dégâts. Après une longue délibération, une idée a finalement été conçue pour adapter les énormes bombardiers B-25 afin qu'ils soient assez légers pour décoller des ponts, des porte-avions, et au début du mois d'avril, ces avions hautement modifiés étaient à bord de l'USS Hornet en route pour le Pacifique. Le vice-amiral Mark Meacher commandait le porte-avions à partir duquel Doolittle lancerait son attaque, tandis que la force opérationnelle serait conduite en eaux ennemies et protégée par le vice-amiral William Halsey à bord de l'USS Enterprise. En fait, Halsey avait une dent particulière contre les Japonais.
Lorsque Pearl Harbor avait été attaqué, Halsey livrait des avions à Wake Island et se trouvait à 250 miles à l'ouest d'Hawaï. À l'annonce de la frappe, il avait juré de venger les milliers d'Américains tués à la base navale et sa détermination à vaincre les Japonais lui avait rapidement valu une réputation. Alors que l'USS Hornet et l'USS Enterprise s'approchèrent des portes de l'Empire japonais, Halsey devait cependant faire face à un revers dans sa quête de vengeance. Le 18 avril, un bateau de piquet japonais a repéré la force opérationnelle et alors que des signaux d'alerte étaient renvoyés au Japon, il y avait maintenant le danger que des avions basés à terre puissent être lancés, mettant les précieux porte-avions américains en danger. Halsey a décidé que l'attaque sur le Japon devait commencer immédiatement et bientôt l'équipage à bord de l'USS Hornet se précipitait pour préparer leurs avions. Les avions disposèrent de moins de 470 pièces de piste et aucun des pilotes, y compris Doolittle, n'avait jamais décollé d'un porte-avions auparavant. En fait, personne n'avait jamais tenté de lancer un bombardier de la taille d'un B-25 depuis le pont d'un porte-avions auparavant, ce qui rendait la tâche difficile pour le moins. Mais l'entraînement rigoureux que les équipages de l'armée volontaire avaient de reçu avait clairement porté ses fruits, et tous les 16 B-25 transportant leurs charges mortelles de bombes incendiaires et d'explosifs de haute puissance ont été lancés avec succès. Bien que l'alerte japonaise signifiait que les avions décollaient maintenant à 180 miles de leur site de lancement d'origine, un temps favorable les aiderait en cours de route et les bombardiers seraient de bientôt en train de se rapprocher de leur cible avec l'avion de Doolittle à la tête. Six heures après le décollage, les avions ont atteint Tokyo et à midi, ils ont commencé à larguer des bombes sur la capitale et les zones environnantes. Ils ont rencontré peu de résistance et l'impact a été exactement ce que Roosevelt espérait. Les Japonais ont été tellement choqués par l'attaque que les commandants militaires de haut niveau ont commencé à se blâmer les uns les autres et le commandant mortifié de la défense aérienne de Tokyo a été honteusement poussé au suicide. Entre-temps, les escadrons de chasseurs japonais ont été renvoyés chez eux et un groupe de porte-avions a été retiré de l'océan Indien pour protéger les eaux territoriales. Alors que l'Amérique saluait les pilotes du raid de Doolittle en tant que héros nationaux, tous les hommes qui avaient bravé l'attaque ne reviendraient pas vivants. 2 équipages seraient emprisonnés par les Japonais après avoir atterri en territoire ennemi et 3 de ces hommes seraient finalement exécutés. Pendant ce temps, Doolittle, avec de nombreux autres équipages, a été aidé par l'armée et les civils chinois à l'est de la Chine, qui les ont abrités et ont veillé à ce qu'ils atteignent la sécurité. Cela aurait cependant des conséquences tragiques pour les Chinois, car le Japon a lancé une campagne en représailles qui tuerait 250 000 de villageois dans la région. Une telle rétribution vicieuse a révélé à quel point l'attaque sur Tokyo avait blessé la fierté japonaise et bien que les dégâts au Japon lui-même n'aient pas été aussi graves que Doolittle l'avait espéré. Le fait que les bombardiers américains aient atteint la patrie aurait un effet profond sur la prise de décision du Japon dans la prochaine étape de leur guerre du Pacifique. Alors que les limites de l'Empire s'étaient agrandies de plus en plus au début de 1942, il y avait eu beaucoup de désaccords parmi les commandants japonais de haut rang sur la prochaine action à entreprendre. L'amiral de la flotte Osami Nagano, chef de l'état-major général de la marine, avait vivement soutenu la poursuite de nouvelles conquêtes territoriales, une stratégie qui avait le plein soutien de l'armée impériale japonaise. Il voulait que la prochaine attaque soit centrée sur l'isolement de l'Australie, qui pourrait être utilisée comme une base américaine potentielle, et il a été proposé que dans le cadre de sa construction d'empire, le Japon devrait occuper Port Moresby, en Nouvelle-Guinée, et Tulagi, dans les îles Salomon.
Cela renforcerait les positions défensives japonaises dans le Pacifique Sud et fournirait une base à partir de laquelle attaquer l'Australie, qui serait alors à la portée des avions basés à terre. Les Japonais avaient déjà commencé à se rapprocher du continent australien et après avoir saisi la Nouvelle-Bretagne, la plus grande île de Nouvelle-Guinée, en janvier 1942, ils avaient établi une base majeure dans la ville de Rabaul. Les Australiens étaient conscients des dangers que cela posait pour leur pays et en février 1942, leur crainte était le plus que justifiée lorsque des avions japonais rassemblés à partir de la même force opérationnelle qui avait attaqué Pearl Harbor se dirigeaient vers la côte nord de l'Australie. Ils ont été rapidement rejoints par de puissants bombardiers basés à terre et alors qu'ils se rapprochaient pour l'attaque, le port de Darwin a subi un bombardement qui serait encore plus dévastateur que l'attaque sur Pearl. En s'emparant de nouvelles bases dans les Salomon et en Nouvelle-Guinée, Nagano espérait que l'Australie serait davantage isolée et l'occupation de Port Moresby et de Tulagi ne garantirait pas seulement la défense de Rabaul, mais servirait de point de départ pour les conquêtes de la Nouvelle-Calédonie, des Fidji et de Samoa. Cela couperait à son tour les lignes d'approvisionnement et de communication entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout le monde au Japon n'était cependant pas d'accord avec Nagano et l'amiral Isoroku Yamamoto, qui avait orchestré l'attaque sur Pearl Harbor, pensait que plutôt que de continuer à pousser pour plus de territoire, le Japon devrait se concentrer sur la création d'un tampon de défense pour leur nouvel empire. Il y avait maintenant une offre infinie de ressources à la disposition des Japonais, qui pouvaient être rassemblés à partir du territoire qu'ils détenaient autour du Pacifique et au-delà. Les routes d'approvisionnement entre le continent japonais et les pays occupés devaient cependant être protégées, et pour ce faire, Yamamoto était impatient d'éliminer la menace d'une intervention américaine. L'amiral japonais était conscient que l'échec à détruire les précieux porte-avions à Pearl avait été une erreur fatale et pour assurer la survie de l'Empire, et en effet du Japon lui-même, il était essentiel de terminer ce qu'il avait commencé en décembre 1941 et de compléter la destruction de la flotte américaine. Yamamoto a commencé à concevoir un plan pour attirer les porte-avions américains à portée d'une force opérationnelle japonaise, pour une bataille monumentale qui assurerait le contrôle japonais du Pacifique central. Il a choisi comme cible l'atoll de Midway, 2 minuscules îles de corail qui se trouvent à l'extrême nord-ouest de la chaîne d'îles hawaïenne. La base américaine ici était assez éloignée d'Hawaï pour réduire le risque de puissances aériennes basées à terre menaçant les navires japonais. Et non seulement les précieux porte-avions américains seraient envoyés pour protéger l'atoll, mais si Midway était capturé, cela étendrait encore le périmètre défensif japonais et fournirait même une base utile pour lancer des attaques sur la côte ouest de l'Amérique. Yamamoto avait cependant eu du mal à convaincre l'amiral Nagano qu'une attaque sur Midway devrait être prioritaire, et jusqu'au 18 avril 1942, les préparatifs avaient été axés sur l'avancement plus au sud vers l'Australie, plutôt que sur la destruction de la flotte américaine. Ce n'est que lorsque Jimmy Doolittle a lancé son audacieux raid sur Tokyo que l'opinion a basculé en faveur d'une attaque sur Midway. Avec des craintes grandissantes que la patrie soit vulnérable aux attaques aériennes, le Premier ministre du Japon, le général Tojo, a convenu que les ressources devraient être concentrées sur la défense de l'Empire et l'élimination de la menace américaine. Néanmoins, à la mi-avril,
il était trop tard pour retirer les forces qui se préparaient à avancer sur Port Moresby et Tulagi. Et pour le moment, la bataille de Midway devrait attendre. La poussée vers l'Australie, baptisée Opération Emo, était prévue pour le début de mai et toute la campagne a été placée sous le commandement du protégé de Yamamoto, l'amiral Inoue. Il coordonnerait à son tour plusieurs groupes qui comprenaient une force de frappe de porte-avions commandée par le vice-amiral Takagi, une force d'invasion de Tulagi commandée par le contre-amiral Kiyo Hideshima et il y aurait également une force d'invasion de Port Moresby. Ce que les Japonais ne réalisaient cependant pas, c'est que les Américains avaient de déchiffrer leur code. Et alors que le trafic de signaux était intercepté par les services de renseignement américains et britanniques, l'amiral Nimitz a été informé de l'attaque imminente sur Port Moresby. La nouvelle avait été prise très au sérieux par le commandant américain qui savait que l'Australie serait laissée vulnérable si les Japonais établissaient des bases si près du pays. Après avoir consulté l'amiral Ernest King, chef de la marine américaine, il a été décidé que les invasions devraient être opposées avec tous les porte-avions que les forces alliées pourraient rassembler. Une flotte centrée sur 2 groupes de porte-avions a été rapidement assemblée et comprenait la force opérationnelle 17 basée autour du porte-avions USS Yorktown et la force opérationnelle 11 basée autour du porte-avions USS Lexington. Le contre-amiral Frank Fletcher, qui avait déjà vu l'action dans le Pacifique après le raid sur les îles Marshall et Gilbert en février, a été placé au commandement de Yorktown et serait également au commandement général de la mission. Pendant ce temps, le contre-amiral Aubrey Fitch commanderait Lexington et il y aurait également une force de croiseurs australo-américaine pour fournir un soutien supplémentaire. La force opérationnelle 44 serait commandée par le contre-amiral John Crace de la Royal Navy. Alors que les navires se dirigeaient vers la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, ils rencontreraient de nombreux dangers en cours de route avec des mers agitées et des vents forts à combattre. Mais il ne faisait aucun doute que chaque homme à bord était prêt à affronter les pires tempêtes s'il avait l'occasion de riposter contre les Japonais. Pendant que les porte-avions se déplaçaient plus à l'ouest, les préparations pour l'attaque étaient bientôt faites. Les bombes étaient chargées sur les avions et les pilotes se préparaient pour la mission à venir. Puis finalement, le 3 mai, la nouvelle est arrivée que la force d'invasion de Shima était arrivée dans les îles Salomon. Alors que les troupes japonaises commençaient à déferler sur Tulagi, Fletcher a modifié sa route pour se diriger vers le nord en direction de l'ennemi et le 4 mai, 60 avions ont été lancés en 3 vagues depuis Yorktown, prenant les forces de Shima complètement par surprise. L'attaque a été un succès et en plus de toucher 3 dragueurs de mines et 4 hydravions, les Américains ont réussi à couler un important destroyer japonais. Néanmoins, les Japonais continueraient à tenir Tulagi alors qu'ils s'attelaient à établir une base d'hydravions sur l'île. Après avoir infligé une quantité considérable de dégâts à la flotte japonaise, Fletcher a dirigé sa force opérationnelle vers le sud pour rejoindre les navires de Crace et Fitch, mais maintenant les Japonais étaient conscients de la présence de porte-avions américains dans la région. Impatient d'accomplir ce que Yamamoto espérait faire à Midway, c'était maintenant au tour de l'amiral Takagi de prendre part à l'action. Il a conduit sa force de frappe de porte-avions depuis sa position à 350 miles au nord des îles Salomon et est entré dans la mer de Corail pour chasser les Alliés. C'était un voyage dans l'inconnu,
car la scène était prête pour la première bataille de porte-avions de l'histoire. Un commandant américain dira plus tard que la bataille de la mer de Corail était sans aucun doute la zone de bataille la plus confuse de l'histoire du monde. Et en effet, alors que des avions de reconnaissance étaient envoyés des deux côtés pour repérer les navires ennemis, les Américains et les Japonais jouaient à un jeu de chat et de souris. Dans la confusion de la chasse, certains avions tireraient sur leurs propres forces, d'autres essaieraient d'atterrir sur des navires ennemis. Mais finalement, le 8 mai, la bataille décisive a été livrée. Vers 8h20 ce matin-là, chaque camp a repéré l'autre presque simultanément et s'est précipité pour lancer ses avions, les Japonais dans une frappe combinée et chaque porte-avions américain dans des forces de frappe séparées. À 9h25, tous les avions avaient été lancés et alors que les porte-avions se dirigeaient l'un vers l'autre, la force de frappe de Yorktown a attaqué à 11h pour être accueillie par 16 chasseurs zéro japonais protégeant le porte-avions Shokaku et son navire jumeau. Alors que les avions plongeaient et tournoyaient dans les airs, évitant le feu anti-aérien, le Shokaku a été touché par 2 bombes de 1000 livres qui ont causé de lourds dégâts à son pont d'envol. Et avant longtemps, avec d'autres attaques de Lexington, elle était hors de la bataille. Mais les Japonais ont vite riposté et 14 avions ont balayé l'USS Lexington dans un mouvement de tenaille. Elle a été touchée 2 fois par des torpilles avant que les bombardiers en piqué ne s'en mêlent, touchant à nouveau le navire. Pendant ce temps, une bombe a explosé sur le pont de Yorktown, mais alors que le porte-avions de Fletcher survivrait un autre jour, Lexington n'aurait pas cette chance. Les bombes avaient percé un réservoir de carburant et alors que des étincelles enflammèrent les vapeurs qui s'étaient accumulées dans le porte-avions, une série d'explosions spectaculaires a suivi, entraînant des incendies incontrôlables. Alors que des navires étaient appelés à l'aide pour l'évacuation, plus de 2500 hommes se sont précipités pour s'échapper de Lexington. À ce stade, chaque camp avait subi des dégâts considérables et alors que les survivants étaient tirés en sécurité, les Américains et les Japonais ont décidé de retirer leurs forces. Les résultats de la bataille avaient été coûteux pour les Américains. Et avec la perte de l'USS Lexington, ainsi que d'autres navires et de nombreux avions, il semblait que les Japonais avaient remporté une victoire tactique. Cependant, la bataille de la mer de Corail donnerait en fait aux Américains un avantage plus grand. Avec une forte force alliée dans la région et avec 2 de leurs porte-avions endommagés, les Japonais craignaient maintenant que beaucoup de leurs navires de débarquement ne soient détruits s'ils poursuivaient l'invasion de Port Moresby. L'attaque a été annulée et avec elle l'avance vers les approches nord de l'Australie, la mission de Nimitz avait été un succès et pour l'instant, l'Australie était en sécurité. Bien que la progression japonaise ait été freinée dans le Pacifique Sud, dans le théâtre de guerre de l'Asie du Sud-Est, l'avance se poursuivait. La flotte orientale britannique avait déjà été chassée de l'océan Indien par les Japonais, permettant à l'Empire d'étendre encore plus son périmètre défensif occidental, et alors que les sous-marins japonais rôdaient librement dans toute la région, les Alliés ne pouvaient guère empêcher l'ennemi de pousser plus à l'ouest à travers la colonie britannique de Birmanie et vers l'Inde, le joyau de la couronne de l'Empire asiatique britannique. À ce stade, la Grande-Bretagne avait perdu beaucoup de territoire aux forces de l'Axe et Winston Churchill était clairement préoccupé par cette menace supplémentaire au colonialisme britannique. Le sous-continent indien était gouverné par les Britanniques depuis 1858
et Churchill était réticent à perdre une partie aussi précieuse de l'Empire. Son allié américain, le président Roosevelt, avait quant à lui d'autres préoccupations. La Birmanie fournissait la voie d'approvisionnement pour l'aide et les armes en Chine, et il était important de la maintenir ouverte pour que le leader chinois, le généralissime Chiang Kai-shek, puisse continuer sa guerre contre le Japon sans entrave, occupant les troupes ennemies et empêchant leur redéploiement dans le Pacifique Sud. Roosevelt avait confié au général Joseph Stilwell le rôle de chef d'état-major du théâtre de la Chine, de la Birmanie et de l'Inde. Mais, alors que le conflit en Birmanie se poursuivait, il était bientôt évident que les Alliés menaient une bataille perdue. À la fin d'avril, Lashio, dans le nord-est de la Birmanie, avait été prise, coupant la route de la Birmanie, et Stilwell n'avait d'autre choix que d'ordonner une évacuation d'urgence. Le 6 mai, le général américain a commencé à se retirer vers l'Inde à pied, tandis que les troupes britanniques tentèrent de ralentir la progression des soldats japonais avançant avant de traverser eux-mêmes vers l'Inde. Avant longtemps, tout espoir de tenir la Birmanie avait été perdu, et lorsque le pays est tombé, le tampon protégeant l'Inde n'était plus. Malgré les craintes de Churchill de perdre plus de terrain britannique, les Japonais n'avaient en réalité aucune intention d'envahir l'Inde. Et à la fin du mois de mai, il était clair qu'il y avait d'autres plans plus ambitieux pour occuper leur commandant. Yamamoto finalisait à présent les préparatifs pour la bataille de Midway, et il serait bientôt temps pour la prochaine étape de l'attaque du Japon sur la flotte américaine. Bien que le supérieur de Yamamoto, l'amiral de la flotte Nagano, ait finalement accepté l'attaque sur Midway, il y avait encore des désaccords entre les commandants navals japonais. Nagano avait décidé que Yamamoto devrait lancer une mission séparée en même temps que la bataille de Midway, pour capturer certaines îles volcaniques peu peuplées, qui s'étendaient sur plus de 1000 miles à l'ouest de la péninsule d'Alaska. Les îles Aléoutiennes se trouvaient loin au nord de Midway et Yamamoto a réalisé que la mission supplémentaire étendrait sa vaste zone de bataille à des proportions ingérables, mais Nagano ne se laisserait pas dissuader. Les îles Aléoutiennes semblaient avoir peu de valeur économique, militaire ou stratégique en raison de leur terrain montagneux et stérile et de leur climat rigoureux, mais leur prise permettrait d'étendre davantage la défense du Japon et de rendre plus difficile le passage des navires à travers le Pacifique Nord. Il y avait aussi l'espoir que le lancement de cette deuxième attaque, loin de Midway, pourrait servir de distraction, attirant certains navires américains vers le nord et affaiblissant ainsi la flotte américaine. Yamamoto a dû finalement voir qu'il y avait certains avantages au plan de Nagano et bien qu'il soit réticent, il a finalement accepté d'étendre la zone de bataille pour inclure les îles près de l'Alaska. L'amiral japonais était maintenant confronté à la coordination du conflit naval le plus difficile jamais entrepris par les Japonais et s'est mis au travail pour rassembler la plus grande flotte qui ait jamais navigué sur l'océan Pacifique pour la puissante bataille qui se profilait. L'élément de surprise était une partie vitale du plan de Yamamoto. Il a donc divisé l'immense flotte en 4 groupes distincts, de sorte que les Américains n'auraient aucune idée de l'ampleur des forces japonaises lorsque la bataille commencerait. La première force de frappe de porte-avions serait dirigée par l'amiral Chuichi Nagumo, qui avait dirigé l'attaque sur Pearl Harbor en 1941 et avait également forcé les Britanniques à abandonner l'océan Indien après des attaques réussies sur leur flotte au début de 1942. La force de Nagumo opérerait en étroite collaboration avec la force d'invasion de Midway commandée par le vice-amiral Kondo. Pendant ce temps, la force principale, qui suivait derrière ces 2 autres, serait dirigée par Yamamoto lui-même et attaquerait les porte-avions américains une fois qu'ils auraient été attirés à découvert. Enfin, la 4e section de la flotte navale, la force du Nord, devait se détacher du corps principal et se diriger vers le nord pour les Aléoutiennes avant le début de la bataille de Midway.
Malheureusement pour Yamamoto, la disposition de ses forces serait le plus grand défaut de son plan car les groupes seraient trop éloignés pour se soutenir mutuellement. Les navires de Yamamoto navigueraient en fait 300 miles derrière la force de frappe de Nagumo et seraient d'une aide minime lorsque les Américains lanceraient leur défense. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan Pacifique, l'unité de renseignement de combat de la marine américaine à Pearl Harbor avait une fois de plus intercepté les codes japonais et tous les efforts de déception de Yamamoto seraient de vain. En mai 1942, l'amiral Nimitz avait reçu confirmation que Midway était la prochaine cible des Japonais. Il avait même l'ordre de bataille japonais complet, ainsi que les dates de l'attaque qui étaient de prévues, soit le 4 juin, soit le 5. Alors que la flotte impériale mettait le cap sur Midway sans savoir que leur mission avait déjà été révélée à l'ennemi, les forces américaines se précipitaient pour se préparer à la bataille qui se profilait. Midway n'était devancé que par Pearl Harbor dans la défense de la côte ouest de l'Amérique, et après le raid dévastateur sur la base hawaïenne, les Américains s'assureraient que cette fois, ils étaient plus que prêts pour l'attaque imminente. Contrairement aux Japonais, ils avaient l'avantage que Midway lui-même pouvait être utilisé comme plateforme de lancement, et en plus de leurs propres avions, une puissance aérienne supplémentaire avait été envoyée d'Hawaï, renforçant encore les défenses. Les porte-avions ont également été appelés pour protéger Midway, et la force opérationnelle 17 de Fletcher a été immédiatement rappelée de la mer des Coraux. Bien que gravement endommagé, Yorktown avait survécu aux batailles contre les Japonais et après son arrivée à Pearl Harbor, le 27 mai, les équipes de travail du chantier naval avaient travaillé jour et nuit pour s'assurer qu'elle était réparée et prête à défendre Midway en quelques jours. La force opérationnelle 16 de Halsey, avec les porte-avions USS Hornet et Enterprise, était déjà à Pearl, bien que Halsey lui-même ne soit pas assez bien pour participer à la bataille. Il serait remplacé par le contre-amiral Raymond Spruance, qui opérerait sous le commandement général de l'amiral Fletcher. En plus de faire appel à autant de personnel de l'armée et de la marine qu'il le pouvait, Nimitz a demandé des photographes pour que les événements à Midway puissent être enregistrés. Le célèbre réalisateur John Ford connaissait bien Nimitz et capturerait certaines des images les plus mémorables du conflit. À la fin du mois de mai, toutes les préparations possibles avaient été faites pour la bataille qui se profilait et avec les défenses en place, les forces américaines ne pouvaient de guère faire plus que regarder et attendre que l'offensive japonaise commence. Les unités du corps aérien scrutèrent le ciel à la recherche des premiers signes d'une attaque japonaise, tandis qu'au loin, en mer, l'armada de Yamamoto se rapprochait toujours plus de la base navale. Comparés aux Américains, les Japonais avaient de peu d'idées de ce à quoi ils étaient confrontés. Ils croyaient que seuls 2 porte-avions, l'USS Enterprise et l'USS Hornet, seraient disponibles pour la défense de Midway. Et étaient convaincus que l'USS Yorktown avait été coulé lors de la bataille de la mer des Coraux. Sous-estimer la force de leur adversaire serait une erreur coûteuse, car en réalité, les Japonais étaient confrontés non pas à 2, mais à 3 groupes de porte-avions américains, et le défi qui les attendait serait beaucoup plus difficile que Yamamoto ne l'avait imaginé. D'ici le 30 mai, des avions de recherche américains ont été lancés de Midway pour chasser la gigantesque flotte ennemie, et après avoir balayé les mers pendant plusieurs jours, les navires de la marine impériale ont finalement été repérés. Alors que l'alarme retentissait à travers Midway aux premières heures du 4 juin, Nagumo ordonna aux bombardiers en piqué, aux bombardiers torpilleurs et aux chasseurs zéro de lancer leur attaque sur la base américaine, et en moins de 2 heures, l'assaut avait commencé.
Les avions américains, pilotés par des pilotes de la marine, se sont précipités pour intercepter l'attaque et ont détruit de nombreux avions ennemis malgré de lourdes pertes. Pendant ce temps, alors que les bombardiers en piqué de la force d'attaque de Nagumo survolaient Deauville, ceux qui défendèrent le sol ripostaient avec acharnement, et le feu anti-aérien s'est avéré beaucoup plus meurtrier que les Japonais ne l'avaient prévu. La base a été plongée dans le chaos alors que les bombes pleuvaient sur l'île, détruisant les réservoirs de carburant et les hangars à avions, mais les défenseurs ont continué à se battre contre les forces ennemies. Alors que la première attaque sur l'île se terminait, c'était au tour des Américains de riposter, et 2 escadrons de torpilleurs se dirigeaient vers les porte-avions japonais. Sans escorte de chasseurs, ils n'étaient pas de taille face aux 0 japonais, et ont presque tous été abattus. Mais alors que les vagues d'attaques américaines se poursuivaient, les Japonais étaient distraits. Ils étaient trop occupés à se concentrer sur la défense de leurs navires pour lancer une attaque contre la flotte américaine, et bientôt, les avions américains avaient percé la résistance japonaise. Le groupe aérien de l'Enterprise a touché 2 porte-avions, dont celui de Nagumo, tandis que les bombardiers de Yorktown attaquaient un 3e. Avant longtemps, il ne restait qu'un seul porte-avions japonais, toujours opérationnel, et elle a contre-attaqué, envoyant une vague de bombardiers en piqué vers Yorktown. Comparé au porte-avions japonais, Yorktown était mieux préparé pour l'attaque et a rapidement lancé ses chasseurs pour intercepter les avions ennemis. De nombreux avions japonais ont été abattus, et bien que Yorktown ait été frappée à plusieurs reprises par des bombes, les incendies ont été maîtrisés et elle a continué à lancer d'autres avions de chasse. Alors qu'une deuxième vague de bombardiers japonais se dirigeait vers le porte-avions américain, le contre-amiral Spruance a lancé une attaque finale sur la flotte japonaise avec 40 bombardiers en piqué. En moins d'1 heure, ils ont trouvé le dernier porte-avions japonais et malgré des tentatives désespérées pour le défendre, les avions américains ont porté un coup mortel qui l'a laissé en flammes et en train de couler.
À la fin de la journée, il était clair que la mission de Yamamoto avait échoué lamentablement et avec des pertes croissantes et de plus en plus d'avions perdus face à l'ennemi, il n'aurait d'autre choix que d'annuler l'invasion de Midway. 4 porte-avions japonais avaient été détruits et leurs pertes auraient de graves conséquences pour la marine impériale, renversant l'équilibre des forces en faveur de l'Amérique. Il y avait néanmoins eu de lourdes pertes des deux côtés. Et Yorktown, le navire amiral de la Task Force 17 de Fletcher, qui avait été si important à la mer des Coraux et à Midway, ne survivrait pas pour voir une autre bataille. Après avoir été touché par des torpilles, l'équipage a été contraint d'abandonner le navire par crainte qu'il ne chavire, et après un dernier coup mortel d'un sous-marin japonais, Yorktown a coulé le 7 juin. Les Américains avaient subi un peu plus de 300 pertes à la bataille de Midway, mais les Japonais en avaient perdu beaucoup plus, avec plus de 2000 hommes tués, et il ne faisait guère de doute que les Américains avaient remporté une victoire écrasante. Alors que les Marines et les marins américains blessés étaient soignés et que les survivants étaient amenés en sécurité, le président Roosevelt a félicité ceux qui avaient courageusement repoussé l'ennemi, visiblement soulagé que la bataille de Midway ait freiné l'avancée des Japonais. Mais bien au nord, la menace de l'Empire de l'Est n'était pas encore terminée. Les forces japonaises qui s'étaient dirigées vers les îles Aléoutiennes auraient plus de succès que la flotte de Midway, de Nagumo et les 3 et 4 juin. Leurs porte-avions ont lancé des attaques aériennes sur 2 bases militaires sur l'île d'Unalaska. Entravés par le mauvais temps, les avions n'avaient pas causé autant de dégâts qu'espéré, mais les 6 et 7 juin, les Japonais avaient débarqué sur l'île de Kiska et l'île d'Attu et avaient rapidement établi des bases là-bas. Cela plaçait maintenant les Japonais dangereusement près du territoire américain et craignant que des attaques ne puissent maintenant être lancées sur la côte ouest de l'Amérique, toutes les précautions ont été prises pour la défense du continent. Bien qu'une victoire retentissante ait été remportée à Midway, il était clair que la guerre contre le Japon était loin d'être terminée et les mois qui ont suivi ont montré à quel point la bataille contre l'Empire du Soleil Levant allait être difficile. Du terrain gelé des îles Aléoutiennes aux jungles étouffantes de Nouvelle-Guinée et des Salomon, les batailles les plus difficiles de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale restaient à livrer et le conflit du Pacifique ne faisait que commencer.